Et du coup, on va vous parler de 3D et de jeux en particulier sur mobile. Mais nous, notre qualité, c'est de faire des choses cross-platform. Et quand on veut faire de la 3D de manière cross-platform, et quand on dit cross-platform, j'inclus bien évidemment les mobiles et iOS, bah, on a plein de problématiques qui ne sont pas uniquement des problématiques de game design ou tout ça. Donc on va parler surtout technique et on va live coder un peu. Ouais. Donc on va vous présenter en fait la techno qu'on développe. On va rentrer dans les détails de comment c'est implémenté en fait, quels outils on utilise, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quels sont les différents challenges en fait qu'il y a pour faire des applications 3D, et notamment si on veut que ça marche pas seulement sur iOS mais aussi sur Android. Et donc on va vous expliquer en fait ce qu'on fait depuis maintenant environ un an. En fait, Minko, ça fait 8 ans qu'on le développe, mais ce qu'on vous montre là, c'est le travail qu'on a fait depuis un an, justement pour faire du iOS natif, du Android natif et plein de choses cool. Voilà, donc là vous avez notre site minko.io qui sera mis à jour tout neuf lundi. Et vous avez notre Twitter Minko3D. Puis vous avez mon mail, mon Twitter, etc. Donc n'hésitez pas à m'ajouter et à m'envoyer des mails. Tout le monde m'entend, c'est bon? Je peux demander, ouais, c'est cool. Donc ce qu'on va vous présenter, c'est Minko, donc c'est le nom de la techno. Et donc Aeris, c'est une société qu'on a fondée tous les deux il y a presque 4 ans maintenant. Donc en fait, pourquoi on a créé Minko? C'est parce qu'on a constaté qu'il y avait de plus en plus d'écrans pour afficher des trucs graphiques, d'écran quoi. Et en fait, ça devenait de plus en plus compliqué d'arriver à faire des applications qu'on va développer une fois, qui vont tourner sur tous ces écrans directement. Donc les phases d'application portables ou cross-platform. Et c'est encore plus dur avec la 3D parce que généralement une application 3D c'est très très lourd, ça implique beaucoup de choses différentes en fait. Par exemple, si on fait un jeu, il va y avoir de l'IA, il va y avoir de la physique, il va y avoir beaucoup de fichiers à charger. Donc la 3D c'était un domaine en particulier où c'était encore plus dur de faire des applications cross-platform. Et donc nous on s'est intéressé à ça et c'est pour ça qu'on a créé Minko. Et donc c'est une techno qui est en grande partie open source. Donc là je vais vous présenter en fait nous ce qu'on développe et en gros ce qu'on vend. Et après je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est fait. Voilà. Donc pour donner une petite overview de qu'est-ce qu'il y a dans Minko, en fait il y a 3 solutions différentes. Une qui s'appelle Minko Entreprise. Je pense que vous connaissez tous Dropbox. La Minko Entreprise c'est un Dropbox pour les fichiers 3D. Donc là, le défi principal, il y a 2 défis en fait. Le premier défi, c'est d'avoir accès à ces fichiers 3D sur son mobile, sa tablette, sur le web et sur son desktop, en ayant le même rendu, en ayant le même genre d'expérience, mais en s'adaptant à chaque fois aux problématiques du périphérique. Par exemple, charger un fichier de 200 mégas 3D sur un iPhone, ça ne marche pas. Donc nous, on a trouvé des solutions pour régler ce genre de problème. Et notamment, on travaille sur des algorithmes de compression et de streaming 3D qui font qu'on peut faire des applications avec beaucoup de contenu 3D, mais qui vont se charger et s'afficher dans les temps raisonnables sur des mobiles et sur le web. Et c'est quelque chose sur lequel on a pas mal prototypé avec Ubisoft notamment. On a un deuxième outil qui s'appelle Minko Studio, qui est là plus pour les développeurs et les designers. Donc le premier produit, c'était vraiment pour les gens dans l'entreprise. C'est comme un Dropbox, en fait, c'est un outil de collaboration. Mais c'est vrai que c'est aussi utile dans une équipe quand on fait un dev de jeux vidéo. On doit souvent accéder aux assets, à tout ce qui a été fait par designer, donc c'est pratique. Là, Minko Studio, c'est un outil pour vraiment faire de la création d'applications et l'intégration de contenu 3D. Donc je vous montrerai juste après en fait à quoi ressemble l'outil en question. Mais l'idée, c'est peut-être que vous connaissez Unity. C'est vraiment de fournir le même genre d'interface qu'Unity, où un designer et un graphiste pourront être plutôt à l'aise, prendre du contenu qu'ils ont fait dans des éditeurs 3D comme 3ds Max, Maya, etc., l'importer et transformer ce qui était juste du contenu en quelque chose d'interactif. Rajouter la physique, rajouter des particules, voilà, donc rendre vraiment la 3D vivante et la préparer à l'intégrer dans l'application. Et je vous montrerai ça juste après. Et il y a la troisième solution, et ça c'est ce qui va nous préoccuper surtout aujourd'hui, ça s'appelle Minko Engine. Donc c'est un moteur 3D cross-platform. Quand je dis cross-platform, ça veut dire qu'il va marcher sur Windows, Mac, Linux, iOS, Android et HTML5, avec le même code source. Vous développez une seule application. Votre code source, vous ne changez pas une seule ligne, et juste vous tapez une ligne de commande différente ou vous cliquez sur un bouton différent, et vous avez soit une app iOS, soit une app Android, soit une app Windows, soit une app, etc. etc. Okay. Même code source partout. Windows, ça inclut Windows Mobile? Ça inclura bientôt Windows Phone. Je vais en parler un peu plus en détail. Mais c'est une des targets qui arrivera dans les mois à venir.
Donc l'idée, c'est de pouvoir développer une seule fois et de pouvoir ensuite déployer partout. D'avoir la puissance d'une application native, c'est très important, du code natif, partout, même en HTML5. Vous écrivez du code natif, mais il va fonctionner dans une page web, sans télécharger, sans rien installer. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais vous le montrer dans Xcode, sous macOS, dans l'émulateur iPhone, mais juste après, on vous montrera exactement le même code, sans aucune ligne qui change, qui tourne en HTML5 dans le navigateur. Sans plugin, sans téléchargement, sans rien. Et si vous voulez, on peut aussi montrer sous Windows, sous Mac, etc. Et finalement, c'est open source sous licence MIT. Donc ce SDK, en fait, Minco Engine, aujourd'hui, il compte environ 1 million de lignes de code. C'est gratuit, c'est open source, même pour les projets commerciaux. Okay, donc c'est cadeau. Servez-vous. Et ça, c'est un moteur qui est utilisé par des sociétés qui font du jeu vidéo comme BigPoint, que vous connaissez peut-être, qui est une société allemande, qui fait beaucoup de jeux sur le web, par exemple. Donc là, ce qu'on voit en fond, c'est une image d'un de leurs jeux qui va bientôt sortir sur Facebook. Donc qui s'en sert en fait de Minco? Vu qu'on parle de jeux vidéo aujourd'hui, j'ai plutôt faire référence aux boîtes de jeux. Donc Chilingo, qui est un gros éditeur de jeux mobiles, qui appartient à EA, BigPoint, dont je viens de parler, Ubisoft, que vous connaissez sûrement, qui ont des jeux déjà développés ou en cours de développement avec Minco. Donc par exemple, je pourrais vous montrer une vidéo à la fin si ça vous intéresse, un jeu donc, fait par Chilingo, qui est un jeu de tank sur iPhone. Là, vous avez quelques imprimes écran, donc qui réalisent avec Minco. C'est une sorte de World of Tank en fait pour iPhone, voilà, qui a été développé entièrement avec le Minco Engine. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est décrire en fait quelle est l'architecture de Minco par rapport à ce qu'on a dans un autre outil qui est très connu, qui s'appelle Unity. Et pour montrer qu'au final, l'architecture c'est à peu près la même, on retrouve beaucoup de choses en commun. On va dire qu'il y a 3 grosses briques. Il va y avoir en fait le middleware, donc Minco ou Unity par exemple, et puis il va y avoir le code de votre application, et il va y avoir l'OS. Donc l'OS, ça peut être là n'importe quoi en l'occurrence. Donc on voit qu'en fait il y a un petit peu la même idée. À chaque fois, on a du code natif d'un côté, et on a des VM ensuite. Donc pour Unity, il y a la VM Mono, donc la VM C# en gros, et la VM JavaScript. Et nous, on a la VM Lua. Je ne sais pas si vous connaissez Lua. Je vous montrerai après un petit peu de code Lua. C'est un langage très utilisé pour le script dans les jeux vidéo. Donc il y a beaucoup de jeux qui utilisent du Lua en fait. Je ne sais pas si c'est Fable par exemple, Fable 1, 2, 3, une grosse partie du code du gameplay est fait en Lua. World of Warcraft, toute la partie interface est faite en Lua, etc. Donc c'est un langage très utilisé pour le développement de jeux vidéo. Et on est en train d'intégrer une VM JavaScript. Voilà. Une des grosses différences par contre, ça va être sur ce qui est open source. À savoir que chez nous, en fait, vous avez les sources de tout. Tout. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'on avait 1 million de lignes de code, ça c'est juste les lignes de code qui sont sur le depot-kit. Okay, derrière, il y a des trucs précompilés qu'on vous fournit. Si vraiment on comptait le nombre de lignes de code qu'il y a en fait dans la plateforme qu'on propose, ça se compterait sûrement plusieurs millions de lignes de code. Ça intègre Chromium, ça intègre plein de trucs. J'en ai en détail. Mais donc tout ça, c'est tout gratuit, tout open source. Tout MIT ou tout PC. Pardon ? Vous mangez comment ? Les 2 autres produits, on les vend. Minco Studio, on le vend, et Minco Entreprise, on le vend. Voilà, on vend du consulting, etc. Je n'ai pas mis les prix ici parce que ce n'est pas le sujet, mais on en vit. Pour rentrer un petit peu dans le détail de ce truc-là, nous on est une start-up, on n'a pas d'investisseurs, et on est rentable, et on fait suffisamment de chiffre d'affaires pour faire vivre 12 personnes. Donc merci. Donc on en vit et ça se vend. Donc là, pour comparer les plateformes accessibles, le plus intéressant selon moi, c'est HTML5. Parce que pour tout ce qui est jeu web, HTML5, ça fait environ 1 ou 2 ans que ça fait rêver tout le monde. Et en fait, c'est très dur parce qu'il n'y a pas d'outils. Il n'y avait pas d'outils. Et que maintenant, justement, on peut faire des applications qui auront la qualité d'une application native et les publier en HTML5. Ça veut dire que vous, en tant que développeur, quand vous allez créer une application, vous allez créer un jeu, vous n'avez pas à vous demander est-ce que je vais faire une application Android ou iOS, est-ce que je pourrais la mettre sur Facebook ensuite. Vous faites une application, elle va fonctionner partout, directement, sans vous poser la question. On travaille aussi, donc, comme j'ai dit, sur Windows Phone. Je vais y venir juste après. En gros, quand Windows Phone 8.1 sortira, a priori, on marchera dessus. Voilà. Donc Windows Phone, justement, pour les jeux, c'est une plateforme de choix parce qu'il y a près de 40% en fait, des téléchargements sur le store Windows Phone qui sont des jeux. Donc si vous voulez développer des jeux mobiles, c'est particulièrement pertinent comme plateforme. Et donc ce serait dommage de développer votre jeu une fois sur iPhone et une fois sur Windows Phone.
et ne pas pouvoir profiter justement d'une technologie qui est multiplateforme, comme Minko par exemple. Ça, c'est les stats de janvier, donc c'est pas des stats vieilles, hein, c'est vraiment les stats d'il y a un peu plus d'un mois. Une question qui revient souvent, c'est combien de formats 3D ou 2D vous gérez. Généralement, la liste est assez limitée. Là, il y en a plus de 70. Encore une fois, on profite de plein de projets open source qui existent depuis plus de 10 ans. Donc ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas un seul outil 3D qui existe et que vous ne puissiez pas utiliser avec Minko. Donc ça va être des formats très standards comme du FBX ou du Collada qui sont les grosses références, notamment si on fait du Unity. Mais ça va être aussi plein d'autres formats qui viennent d'autres moteurs. Par exemple, le MD5, c'est le moteur de Doom 3. Okay. EuroXML, c'est les formats de fichiers pour un moteur 3D qui s'appelle Ogre, qui marche bien sur desktop, mais qui marche peu ou pas sur mobile. Donc le truc qui est vraiment important, c'est que vous avez en fait accès à tous les formats de fichiers que vous puissiez imaginer pour faire de la 3D et de la 2D. L'autre chose, c'est que nous, on fournit aussi notre format à nous, qui est mieux, parce que c'est nous qui l'avons fait. Non, qui est vraiment mieux, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, on en reparlera sûrement une autre fois, mais nous, on travaille beaucoup sur comment l'éditeur graphique, il interagit en fait avec le framework, et les contraintes qui sont liées en fait à l'utilisation d'un éditeur graphique. Par exemple, le versionnement des assets, c'est extrêmement compliqué. Mettre des assets 3D sur un dépôt Git sans que tout pète au bout de 10 minutes, c'est très compliqué. Donc nous, on a fait un format de fichier justement qui permet de gérer ce genre de choses plus efficacement, et on y travaille beaucoup. C'est un format de fichier qui est gratuit, qui est open source, comme tout le reste, et que vous pouvez étendre en créant des extensions. C'est-à-dire que s'il y a des choses dans le format de fichier qui ne vous suffisent pas, vous pouvez rajouter vos propres extensions. Et donc par exemple, nous ce qu'on a comme extension, c'est l'extension pour gérer la physique, pour gérer de la compression 3D et du streaming 3D, comme j'ai évoqué au début, pour pouvoir avoir des assets plus légers par exemple. Voilà. Donc là ici par exemple, nous on fournit le format de fichier gratuitement, en open source, vous faites ce que vous voulez avec, et après on va vendre des plugins pour faire de la compression 3D par exemple. Une des questions qui se pose quand on va vouloir faire des applications, par exemple si on fait une application iOS, on a en gros 2 langages directement accessibles, enfin 3 si on compte le C. On peut faire de l'Objective-C ou du C++, grosso modo, si on résume. Nous, la contrainte qu'on avait, c'est de faire beaucoup plus que d'iOS, parce qu'on devait faire du Android, on devait faire du natif Windows aussi. Pourquoi pas même du natif serveur, on peut faire du serveur. Et donc le choix du langage il était important pour juste le nombre de plateformes qu'on pourrait cibler. Le choix du langage était aussi important parce que, en fonction de l'expérience qu'on veut proposer aux développeurs. Les développeurs, on ne veut pas leur fournir un langage qui est horrible à utiliser, on veut leur fournir un langage qui est le plus sexy possible. Et donc pourquoi on a choisi C++ 2011 ? Parce que C++, c'est du code natif, on peut l'utiliser sur toutes les plateformes, même du HTML5, j'expliquerai après comment. Ça marche très bien sur iOS, parce qu'on veut faire une application iOS complètement en C++, ou alors en ayant des bouts de C++. Donc on peut facilement intégrer Minko à une application existante. Et C++, pourquoi la version 2011 ? Parce qu'en fait, c'est une version super sexy de C++, où on va mélanger des choses qui viennent des langages de script, comme JavaScript, et les qualités de C++. Je vais vous montrer des exemples. Et en gros, le principe, c'est qu'on va vraiment avoir une efficacité qui est décuplée, parce qu'il y a plein de choses, par exemple comme les closures, comme les lambda fonctions, comme l'inférence de type, comme ce qu'on appelle les share pointers, pour manager la mémoire automatiquement, qui font qu'on va faire du C++, ça va être du code natif, mais ça va être du code natif qui va être très très facile à écrire. C'est ce que je vais vous montrer après, je vais vous montrer des exemples, et vous allez voir que c'est très efficace. Donc encore une fois, vous êtes libre de choisir Objective-C ou C++, vous pouvez vraiment mixer les deux dans votre projet, mais tout au Minko est développé en C++. Donc pour montrer un exemple, par exemple, qui montre dans le framework comment on va gérer la molette de la souris. Okay. Dans Minko, on a un système de signaux qui ressemble au système de messages qu'on a sur iOS, ou au message d'event qu'on a en JavaScript, enfin un design pattern observer, aucun truc très classique. Et grâce à C++ 2011, on peut avoir cette syntaxe où directement je vais passer ce qu'on voit en fait ici, là, à l'intérieur du connect, c'est un objet fonction, inline, c'est une closure, que je peux passer directement à mon signal mouse wheel. Et comme ça, quand juste la souris va activer la roue, bah, ça va rentrer dans cette fonction-là. Donc c'est vraiment une fonction inline, comme on peut le faire en JavaScript, mais en C++. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est facile à écrire. Je n'ai pas à déclarer une fonction pour chaque signal, ça prendrait plein de place. C'est plus lisible, mais ça n'a aucun coût en performance. Ça a les mêmes performances que si j'avais déclaré une fonction séparée. Donc moi, je gagne en temps, et derrière, c'est au moins aussi rapide. Vous voyez aussi le mot-clé auto. Je n'ai pas marqué le type.
les types en C, en C++, et même parfois en Objective-C, ils ont tendance à être des types à rallonge, dès qu'on fait des trucs un peu compliqués. Là, je mets auto, et ça va magiquement déduire le type de ma variable. Donc ça, c'est super cool. Ensuite, il y a un autre truc qui est super bien, c'est les share pointers. Généralement, quand on fait des langages natifs, on doit gérer la mémoire soi-même, ce qui est extrêmement bien parce qu'on peut être très précis sur comment on va la mémoire, quand est-ce qu'on va la libérer, donc c'est super cool. On n'a pas le prix d'un garbage collector qu'on peut très difficilement maîtriser. Le problème, c'est que généralement, en fait, juste on vide pas la mémoire, ou on la vide mal. Donc dans C++ 2011, il y a ce qu'on appelle des share pointers, c'est-à-dire qu'on va pouvoir allouer de la mémoire. L'application va en gros compter automatiquement combien il y a de références sur l'espace mémoire, et dès qu'il n'y a plus de références sur l'espace mémoire, ça va le supprimer. Donc ici, par exemple, on voit toujours avec notre système de signaux comment je peux écouter le fait que je vais resizer ma fenêtre. Donc le resize, par exemple, quand vous allez tourner l'iPhone, quand vous allez passer de paysage à portrait, ça va resizer en fait votre viewport. Puisque la hauteur va devenir la largeur devenir la hauteur, donc vous allez avoir un resize. Donc en gros, quand il va y avoir un resize, on va rentrer dans cette closure-là. Et l'idée ici, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va donc adapter la caméra, puisqu'on va adapter le aspect ratio, puisque la largeur devient la hauteur devient la largeur, il faut modifier notre caméra. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va recréer la surface en fait, sur laquelle on dessine à l'écran, ce qu'on appelle le back buffer, en fonction justement de cette nouvelle hauteur, nouvelle largeur. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, ma variable pptarget, quand en fait je vais la remplir avec une nouvelle valeur, il n'y a plus de référence sur l'ancienne valeur, elle va être détruite automatiquement. Donc ça veut dire que ma mémoire, elle est vraiment managée automatiquement. Et pourquoi je prends l'exemple d'une texture ici, c'est parce qu'on va faire un jeu, on va charger plein de textures, on va les perdre, honnêtement, on ne sait plus trop où elles sont, c'est très dur de retrouver où est-ce qu'on a mis toutes les textures. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que quand une texture n'est plus utilisée, elle va être vidée de la mémoire sur le processeur graphique de votre iPhone et de la mémoire CPU. Donc ça vide la mémoire tout seul pour vous, même sur le GPU. Okay, donc c'est vraiment super efficace pour manager la mémoire, et on manage la mémoire de manière très précise, mais automatique. Autre chose qu'on a fait dans Minko, qui est très différent de tous les moteurs 3D, c'est qu'on va faire seulement des composants. Généralement, quand vous faites un moteur 3D, vous allez avoir des objets lumière, des objets mesh pour afficher des formes à l'écran, vous allez avoir des objets caméra, et ainsi de suite. Et le problème, c'est que quand vous, en tant que développeur, vous allez vouloir créer un nouvel objet, ou les faire cohabiter pour créer de nouveaux comportements, ça devient très compliqué. Donc dans Minko, au lieu de créer en fait des objets de la scène qui ont un rôle particulier, vous créez une scène qui va juste être un arbre, okay, et ensuite sur chaque nœud de l'arbre, vous pouvez ajouter un ou plusieurs comportements. Ici par exemple, ça montre comment on peut créer une lumière directionnelle. Donc à la première ligne, je vais créer un nœud. Donc un nœud de scène, c'est juste un nœud dans un arbre de scène, tout simplement. Mais il n'a aucun comportement particulier. Il ne va rien afficher à l'écran, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de caméra, il ne fait rien, c'est juste une structure de données en forme d'arbre. Là, le nœud, il a un nom, complètement arbitraire. Et donc ce que je fais à côté, c'est que je vais créer un composant directional light, donc qui représente un composant de lumière directionnel. On verra après l'effet que ça a. Je vais pouvoir lui mettre des différentes propriétés, comme sa couleur, par exemple la couleur de la lumière, et je vais l'ajouter sur mon nœud. Donc ici, en ajoutant ma directional light sur mon nœud, ce nœud va se comporter comme une lumière directionnelle. Avant, c'était un nœud qui faisait rien, et là, ça devient un nœud qui éclaire dans une direction en particulier. Et par exemple, si je veux bouger ou tourner ma lumière, ben, je vais ajouter un autre composant qui s'appelle transform, et avec le composant transform, je vais pouvoir orienter ma lumière. Donc ce qui est intéressant via ce système, c'est que si vous voulez orienter ou animer la caméra, une lumière, un personnage, ou n'importe quoi, c'est toujours les mêmes composants que vous allez utiliser. Donc orienter ou animer une caméra, c'est le même code que orienter ou animer un personnage. Il n'y a aucune différence. Quand vous allez développer une application, un script, par exemple un script qui va piloter le joueur à partir des touches du clavier ou alors du touch de votre téléphone, ou plein de trucs comme ça, ou de l'accéléromètre, vous allez faire juste un script qui va modifier la transform d'un nœud, et derrière, quel que soit le nœud que ça va être, ça va le modifier de la bonne manière. Donc, on peut faire du code et le réutiliser très facilement dans tous vos projets via ce système de composants. Là, on a un autre exemple avec une caméra où, pareil, on crée un nœud. Et dessus, en fait, donc sur le nœud caméra, ici, on va ajouter un composant caméra, une perspective caméra, et on va ajouter un nœud renderer pour pouvoir faire la partie rendue vraiment de notre scène. Donc on met autant de renderers qu'on veut. Des exemples aussi, parce que là, on nous montrait du code, des explications, mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est des trucs qui bougent, qui se déplacent. Je vais te montrer du code juste après ça. C'est juste pour introduire, en fait, parce qu'après, tu auras un gros main, et donc pour que ce soit plus lisible. Je te montre juste après.
Donc justement, voilà, c'était le dernier. Donc, je vais vous montrer un exemple. Ok. Alors, j'ai deux exemples ici. Donc ça, c'est un exemple assez simple. Si tu veux agrandir, Ouais. dans les préférences, Xcode à gauche, Ouais. préférences. Tu vas dans le fond, là tu sélectionnes tout, tu cliques sur un truc, comment grave, tu cliques là, tu augmentes la fonte. Ok. J'espère que ça va suffire, ça. Ok. Vous voyez mieux là? Gère les panneaux à gauche, à droite. Ouais. C'est bon? Tout le monde voit? Ok. Donc la première chose que je vais vous montrer, avant qu'on arrive dans un fichier main, c'est comment vous, en tant que développeur, vous allez utiliser en fait Minko. Comment ça se passe? Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé beaucoup de projets open source. Moi, j'en ai pas mal utilisé et généralement c'est chiant à setup. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrive, il y a 30 000 lignes de commandes à taper. Faut que j'arrive à importer les dépendances dans mon projet Xcode, c'est super long. Il y a plein de trucs qui marchent pas, c'est vraiment l'enfer. Et généralement, on passe vraiment 1h30 à arriver juste à configurer son projet. Et dès que je change un truc, tout casse. Enfin, c'est l'horreur. Donc, ce qu'on a fait, je vais vous montrer en gros l'arborescence. Et vous allez voir, c'est très simple de démarrer un projet en fait. Donc ça, c'est le depot kit que vous pourrez bientôt récupérer sur GitHub. Et à l'intérieur, en fait, on vous fournit tout ce qu'il faut pour pouvoir directement initialiser un projet Xcode. Donc, je vais vous montrer avec une... Vous êtes dans un terminal, juste. Ok. Vous tapez la commande qu'on voit. Ah, on voit rien là. Vous tapez une ligne de commande. Donc, juste une ligne de commande. Et cette ligne de commande, en fait, elle va directement vous générer une solution qu'on voit ici. Okay, une solution pour votre Xcode. Vous l'ouvrez. Et directement à l'intérieur, vous aurez tout le framework Minko. Vous aurez tous les plugins pour charger différents types de fichiers, pour la physique, etc. Vous aurez une solution avec absolument tout à l'intérieur. Vous aurez aussi les projets d'exemple que vous pourrez directement lancer dans l'émulateur ou sur OS X. Et vous avez également tous les tutoriels que j'ai pas mis là parce qu'il y en a trop. Mais en gros, vous avez, je crois qu'il y a 50 tutoriels et vous avez plein de projets d'exemple que vous pouvez lancer. Donc là, je vais en lancer un ou deux pour vous montrer. Mais c'est pour vous montrer que, franchement, en 1 minute, vous avez une application qui marche avec de la 3D à l'intérieur. Donc je vais commencer par cet exemple-là, qui est un exemple très simple, qui va afficher justement une sphère avec une lumière directionnelle, pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Et après, je vous montre un exemple où on charge un personnage animé. Donc ici, la première différence que vous devez voir, c'est que c'est du C++, c'est pas de l'Objective-C. Donc nous, on fournit que du C++. Vous pouvez, vous, après, récupérer le framework et le mettre dans votre code Objective-C si vous voulez. C'est juste que là, au moins, on a le même fichier main en fait pour tous nos différentes targets. Voilà. Donc c'est juste un choix de facilité. Donc je vais vous accompagner dans la lecture de ce code C++, qui n'est pas si compliqué que ça. Là, on a une fonction, par exemple, qui va permettre de créer une point light. Donc là, on retrouve le code que je montrais juste avant, où on va en fait créer un nœud et ajouter un composant point light, ajouter une transform qui va permettre de déplacer ma point light. Donc une point light, c'est une lumière, un point en fait qui va éclairer dans toutes les directions en même temps. Donc la transform va juste servir à le déplacer parce que si je tourne un point, ça sert un peu à rien. Et sur le même composant lumière, je vais aussi ajouter une surface, parce que ma lumière, je vais pouvoir la voir à l'écran, qui aura une forme de quad et sur laquelle je vais mettre une texture qui est là. Donc là, ça paraît assez mystérieux comment j'accède à les textures, etc. On le verra juste après. Mais ce qui est important, c'est vraiment le côté, je crée un nœud, j'ajoute des composants dessus, et ce nœud, donc, il peut avoir plusieurs comportements. Il va se comporter comme une lumière et comme un truc que je vois à l'écran, comme un sprite que je vois à l'écran. Donc par exemple, si vous faites un personnage qui va tenir une lampe torche à la main, vous allez pouvoir en fait avoir un nœud qui va afficher les lampes torches visuellement à l'écran, et aussi un nœud qui va avoir le comportement d'éclairer en face du personnage. Voilà. Donc vous n'allez pas à vous préoccuper de comment vous allez synchroniser la direction de la lumière, la direction de la lampe, etc. C'est vraiment fait parce que c'est le même nœud, avec juste plusieurs comportements. Ici, on trouve un main C++ ou ce qui est le plus banal. Et donc les différentes étapes pour arriver à rendre quelque chose à l'écran, on va les voir juste là. La première, c'est de créer un canvas. La canvas, c'est la zone en fait sur laquelle on peut dessiner à l'écran. Okay. Alors si je dis pas de bêtises, sur iOS, vous n'avez pas trop le choix en fait du canvas sur lui-même. Il va faire toute la taille de l'application. Vous pouvez juste décider si on va voir ou pas la barre, par exemple, de notification.
Mais via le canvas, vous ne pouvez pas décider la taille de l'application. Donc ici, Windows 8, Windows 8, ils n'ont aucune importance. Ça aura une importance si vous faites une application Windows, un truc comme ça, mais pas ici. Ensuite, ce qu'on va commencer par faire, c'est créer la racine de notre scène. Donc une tête 3D, c'est un arbre, donc on a un nœud à la racine. Et dessus, on va mettre un composant qui va dire, voilà, ça c'est la racine de mon arbre. Donc le scene manager, c'est lui qui va s'occuper justement de dire, ici c'est la racine, et le rendu, il commence à partir d'ici pour ma scène. Donc c'est un composant. Je vais créer un nœud qui s'appelle root, parce que ça va être la racine, et je mets le scene manager dessus. Ok? Vous n'êtes pas trop perdu par la syntaxe C++? Ça va? N'hésitez pas à poser des questions. Ensuite, je vais créer la sphère que je vais voir à l'écran. Le mieux, c'est que je vous lance l'application, comme ça vous pourrez avoir un aperçu. Donc là, avant la ligne sphère géométrie, j'ai juste créé une scène vide et j'ai rien mis à l'intérieur. Donc là, il est en train de compiler. Il lance l'émulateur. Du suspense. Ok. Donc je vais juste tourner. Voilà. Là, vous venez de voir, par exemple, le resize en action, qui a adapté la taille du rendu et la projection en fonction de la taille de l'écran. Donc là, juste, j'ai une petite application où j'ai une sphère avec une lumière directionnelle et juste un quad en dessous pour faire le sol. Donc un truc très simple. J'ai pas de texture, j'ai rien, juste un algo d'éclairage. Ok? Et je peux faire tourner la caméra. D'accord? Donc pour faire ça, je vais avoir besoin de mon quad pour faire le sol. Je vais avoir besoin d'une sphère et je vais avoir besoin d'une lumière directionnelle. Pour pouvoir tourner la caméra, je vais avoir besoin de savoir quand est-ce qu'on touche l'écran et quand est-ce qu'on drague pour pouvoir justement faire tourner la caméra en fonction du drag. Okay? Donc c'est exactement ce qu'on va voir dans l'exemple qui est ici. Donc là, ça paraît tout simple, mais avec le même genre de logique, en gros, vous codez Angry Birds. Parce que finalement, les contrôles d'Angry Birds ne sont pas beaucoup plus compliqués que ça. Donc pour créer une sphère, en fait, on va avoir besoin de plusieurs éléments. Le premier, ça va être une sphère géométrie. Une sphère géométrie, ça va être en fait la géométrie vraiment de la sphère, c'est-à-dire sa surface, sans considération de comment elle va être rendue. C'est juste sa surface au sens mathématique. Donc c'est la description de la surface 3D mathématiquement. Ensuite, on va devoir lui créer un matériau. Et ça, c'est ça qui va paramétrer en fait comment elle est rendue, quelle apparence elle a à l'écran. Sur ce matériau, je vais pouvoir setter plusieurs valeurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail en fait de ce que ça représente au niveau des équations d'éclairage, c'est assez compliqué. Et là, en fait, je vais pouvoir influencer, par exemple, la couleur de la sphère. Par exemple, si ici je mets un 0, je vais me retrouver avec une sphère qui a une couleur différente. Il recompile. Donc là, ici, je lui passe un vecteur 4, donc RGBA. Donc je vais me retrouver avec un R à 0. Donc je vais juste avoir du G et du B, donc du vert et du bleu. Et du vert et du bleu, ça fait... Non. Non, du vert et du bleu, ça fait du marron. De mémoire. Le jaune, je crois, c'est vert et rouge. Non, ça fait un bleu moche. C'est très... bleu moche, c'est très marqué. Hein. Mais c'est du bleu moche. Appellation bleu moche. Ok. Donc là, vous avez compris l'impact qu'a en fait le matériau en fait sur la sphère. Okay. Donc je ne peux pas rendre un truc à l'écran sans matériau. C'est important. J'ai la géométrie d'un côté, le matériau de l'autre. Je peux réutiliser ma géométrie plusieurs fois, je peux utiliser mon matériau plusieurs fois, mais il faut absolument les deux pour rendre quelque chose à l'écran. Et on verra qu'il ne faut pas seulement ça, il faut un troisième élément qu'on verra juste après. Donc là, j'ai juste créé ce qui va permettre de créer un truc à l'écran avec une géométrie et un matériau, et je m'en servirai juste après. Là, je crée également un nœud qui permet de stocker des lumières. Alors malheureusement, cet exemple-là, il ne marche pas parfaitement sur iOS, donc je ne vais pas m'étendre. Je vais passer à la suite. L'autre partie vraiment importante, c'est comment on charge des trucs dans une application. Quand vous faites un jeu, vous allez devoir charger énormément d'assets. Okay. Un des défis qu'on rencontre généralement, c'est comment on va pouvoir gérer beaucoup de formats de fichiers différents. Comment, par exemple, un jeu que vous allez faire
il va pouvoir utiliser des PNG avec des fichiers 3D en FBX, et comment un autre jeu que vous ou le voisin va faire va utiliser des formats de fichiers complètement différents. Comment est-ce qu'on pourrait même faire pour que vous puissiez créer votre propre format de fichier et l'utiliser directement à l'intérieur de Mingo, parce qu'il répond à des problèmes que vous avez. On a un système qui permet en fait de associer une extension de fichier à une classe qui va permettre de gérer en fait ce type de fichier-là. Donc si vous voulez gérer les PNG, bah, vous avez juste à appeler cette ligne de code-là, qui va enregistrer l'extension de fichier PNG avec une classe qui va être capable de charger les PNG. Okay. Derrière, vous avez le code de PNG parser, vous pouvez réécrire vos propres classes, etc. Vous pouvez faire exactement tout ce que vous voulez. Donc ça, en fait, on le fait sur une classe qui s'appelle l'asset library. C'est un conteneur qui va contenir tous nos assets 3D dans toute l'application. Comme ça, on peut facilement y accéder à un seul endroit. Et quand je détruis mon asset library, ça va tout libérer d'un coup. Okay. Donc j'ai deux trucs cool, le fait que je peux gérer plein de formats de fichiers différents et le fait que je peux tout libérer facilement depuis un seul endroit. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer des géométries pour pouvoir les réutiliser plus tard. Okay. Et ce qui est vraiment important, c'est que je vais avoir un système de fichiers qui va permettre de enfiler plein de fichiers à charger et de pouvoir ensuite dire charge-moi tout et dis-moi quand tu as fini. Okay. Donc un truc qui est souvent assez chiant à faire quand on doit charger beaucoup de fichiers, c'est gérer le batch. C'est géré directement ici par Mingo. Et là, ce qu'on va charger, c'est un type de fichier que vous ne connaissez pas, qui s'appelle des fichiers effects. Ça, c'est le troisième élément dont on a besoin pour rendre quelque chose à l'écran. On a la géométrie, donc la surface mathématique de l'objet. On a le matériau, qui va en fait donner des données sur comment rendre l'objet, par exemple sa couleur, sa texture, des choses comme ça. Et après, on a l'effet. L'effet, ça va être un programme qui va être exécuté sur, en gros, la carte graphique de votre iPhone ou de votre Mac, et qui va dire exactement, pixel par pixel, quelle couleur on doit avoir à l'écran. Okay. Donc je vous montrerai la différence qu'on obtient en utilisant plusieurs effets différents. Donc là, on va changer 3 effets. Les deux importants, c'est le basique et le Phong. Et l'effet Phong, en fait, c'est lui qui fait que dans mon application, la lumière s'affiche. Okay. Sinon, la lumière, je ne la verrai pas sur le matériau de mon objet. Donc là, par exemple, ça s'affiche avec l'effet Phong. Donc il va gérer l'éclairage de ma sphère, de mon sol, etc. Si jamais, parmi les effets qui sont chargés, j'utilise un autre effet, alors, juste trouver. Normalement, s'ils sont juste le nom de l'effet utilisé, vous allez voir que le rendu sera complètement différent. C'est très long pour compiler. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé l'effet qu'utilisé pour rendre le sol, et j'ai gardé le même effet pour la sphère. Okay. Quand vous allez faire un jeu, c'est les effets qui vont vraiment paramétrer l'apparence graphique de votre jeu. Donc là, par exemple, ici, le sol est devenu tout blanc, parce qu'en fait, sa couleur, c'est blanc. Il n'y a pas d'éclairage, donc il n'est pas plus ou moins éclairé, il est vraiment tout blanc. Par contre, ma sphère, elle a conservé le Phong effect, donc elle a un algo de rendu différent sur la carte graphique, sur le GPU de mon iPhone. Okay. Donc il y a 3 éléments importants pour pouvoir afficher des choses en 3D à l'écran. Il y a la géométrie, il y a le matériau, et donc l'effet qui va se servir de ces deux trucs-là pour faire des calculs et afficher vraiment à l'écran. Donc ici, pareil que tout à l'heure, si jamais je vais dire ça, je vais tenir une couleur différente. Voilà. Donc, ici, on va juste attendre que nos fichiers soient chargés. Donc, on voit le système de signaux qu'on avait, en fait, que j'ai décrit juste avant. Et là, j'utilise une closure. Donc, je n'ai pas à définir une fonction quelque part dans mon main et aller la trouver. Je définis la fonction directement inline. Ce qui est pratique, c'est qu'on voit ici, j'enfile les fichiers. Et là, directement, je vois le code qui sera exécuté quand ils seront chargés. Donc, à lire, c'est quand même plus pratique que si je devais sauter d'une fonction à une autre en permanence. Donc là, on voit que la couleur a changé. Ça reste moche, effectivement. On a moche sur moche. Cet exemple-là, il n'est pas quali. En fait, sur iOS, il y a un truc qui ne marche pas encore. Normalement, on peut afficher plein de lumières qui tournent, etc. C'est super joli comme exemple. Là, il est un peu limité sur iOS pour l'instant. Mais donc, ouais, c'est moche. Je m'en excuse. Mais c'est pour comprendre le principe. Okay. Donc, on vous montrera en HTML5 juste après
Le seul truc qui nous manque en fait, là, c'est le clavier. On n'arrive pas à activer le clavier dans l'application iOS. C'est-à-dire que le clavier marche, mais seulement le clavier touch, pas le clavier du Mac. On n'arrive pas à envoyer des commandes clavier à l'application. On a un petit bug. C'est limitant. Donc là, je vais mettre pareil, je vais changer l'effet de la sphère et vous allez voir qu'elle aussi va devenir moche. Voilà. On aurait pu l'appeler le moche effect en fait, au final. Voilà. Donc les effets, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui vont pouvoir en fournir sur le web, en vendre, etc. Et vous allez voir, c'est vraiment très moche. Là, vous voyez, par exemple, j'ai plus du tout d'éclairage. Je ne sais pas si c'est plat ou pas, en fait. Vous remarquez que l'œil humain, il est sensible à ce qu'on appelle plus la luminance que la chrominance. Donc, il est plus sensible aux nuances, en fait, d'éclairage qu'à la couleur en elle-même. Donc, si on n'a pas, en fait, d'éclairage, on a l'impression que tout est plat, concrètement. Voilà. Donc c'est très moche. La seule chose que j'ai changé, c'est le code en fait qui est utilisé pour rendre ma forme sur le GPU. Donc ici, on va voir comment la sphère est créée, par exemple. Donc comment je crée des choses qui s'affichent à l'écran. Parce que justifie, on a cherché plein de trucs, mais on n'en fait rien. Et donc on crée un nœud, ça ne change pas. Et on va ajouter un composant qui s'appelle une surface. Cette surface, elle va utiliser la géométrie, donc la surface 3D mathématique. Elle va utiliser un matériau, donc les propriétés qui vont servir à rendre ma sphère à l'écran, ces propriétés en fait de matériaux visuels, et l'effet, donc le code qui va être exécuté pour se servir de la géométrie et du matériau pour dessiner. Voilà. Je passe sur le reste, qui est moins important. Après, ce qui est vraiment important, c'est comment en fait on va juste afficher des choses à l'écran. On a un signal en fait qui s'appelle, laissez-moi le trouver, qui s'appelle HunterFrame ici, qui va en fait être appelé à chaque fois qu'on peut dessiner une image à l'écran. Et dans l'HunterFrame, on appelle une fonction qui s'appelle NextFrame, et ça va rendre une image à l'écran. Et donc quand on fait NextFrame, toute la scène va synchroniser, s'il y a des animations à jouer, ils vont les jouer, etc. On verra juste après comment. Et donc tout va se rendre à l'écran. Ok? Question? Donc là, on a vu un exemple très simple avec une sphère. Et là, je vais vous montrer comment on peut charger un personnage animé et interagir avec les animations du personnage. Ok? Hop. Super. Donc là, ici, on est sur un autre exemple du SDK. Donc quand vous téléchargez, en fait, vous clonez le dépôt Git, vous avez tout ce code-là directement disponible. C'est toujours un main C++ pour la raison que j'ai évoquée juste avant. On va peut-être passer des déclarations qui ne servent à rien. Donc vous avez un main, ok, très simple. On retrouve la création du canvas, du scene manager. Ça, on s'en fout, c'est pas très important. C'est init. Ce qui est le plus important ici, c'est que vous voyez, par exemple, ici, on va utiliser le format JPEG, le format Collada et le format OBJ. Donc deux formats 3D et un format 2D. Ce qui est important de pouvoir le citer, c'est que ça va changer la taille de l'application, par exemple. En fonction du nombre de formats que vous allez utiliser, ça va influencer sur la taille de votre application iOS. Donc c'est important de pouvoir sélectionner seulement ceux qui vous intéressent. On va voir qu'on va charger des effets, ça ne change toujours pas, ça n'a rien de spécial. La seule subtilité, c'est qu'ici, en fait, on va charger un fichier qui s'appelle pirate.de et vous obtenez ça à l'écran. Ça casse mon effet, en fait, le fait qu'il faille 3 minutes pour linker, mais voilà, vous obtenez ça à l'écran. Voilà. Ça rame un peu. Voilà. Okay. Donc ça, c'est un asset qui a été fait dans 3ds Max, qui a été animé par une infographiste. Et là, en fait, je joue toutes les animations les unes à la suite des autres. Ok. On peut voir sa culotte, il y a un poulpe dessus, parce que notre graphiste, elle kiffe les poulpes. Donc elle a fait une culotte avec un poulpe. Ça ne manque pas. Voilà. Là, par exemple, on voit qu'il n'y a pas d'éclairage. Okay, ça utilise le basic effect. Donc c'est assez plat. Donc je vais vous montrer en fait comment on fait ce genre d'asset. Donc le graphiste, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire la géométrie, il va faire les animations, les textures, etc. Donc l'asset, il est ici, c'est un fichier Collada. Et donc là, vous avez notre éditeur 3D. Donc on va voir en fait ce qu'il donne dans l'éditeur. C'est comme du Unity, comme j'entends dans la salle, c'est vrai.
mais c'est mieux parce que c'est moi qui le fais. C'est pas moi. La grosse différence avec Unity, c'est que pour l'instant, on n'a pas d'éditeur de code en fait dans l'éditeur de monde 3D, mais ça va arriver. Donc là, en fait, il est en train d'importer mon... Non, attends. Ouais, le choix du placement est pas très... Il a importé mon asset 3D, ok, il est juste là, et je peux le mettre dans ma scène. Hop, ici. Voilà. Donc vous allez me dire, mais c'est pas très différent de ce qu'on voyait à l'écran juste avant, en fait. Je peux aller sur Play, je peux voir bouger, etc. C'est cool. Mais quel est l'intérêt d'un éditeur par rapport à ce qu'on a vu juste avant? L'intérêt, c'est qu'en fait, le graphiste, quand il va faire l'asset 3D, il va faire les animations. Donc en fait, le modèle, si vous regardez bien, comme je l'ai dit, il est animé de bout en bout. C'est-à-dire, il marche, il court, il saute, etc. Et quand vous allez l'importer, en fait, c'est juste une grosse timeline. Et vous n'avez pas les animations qui sont séparées les unes des autres. Vous ne savez pas où commence l'animation, vous ne pouvez pas les faire louper, pratiquement. Donc c'est super. Donc c'est pratique. Donc typiquement, l'éditeur, il vous permet de facilement en fait aller dans le modèle 3D et de trouver en fait le modèle 3D qui est animé. En l'occurrence, c'est celui-ci. Donc vous allez pouvoir en fait voir combien il y a de bones, donc de joints en fait dans le modèle animé. Vous allez pouvoir changer les techniques qui sont utilisées pour l'animer. Et donc vous allez pouvoir aussi mettre des labels sur les animations pour pouvoir ensuite les jouer dans le programme. Alors il faut que je trouve le nœud qui est animé. C'est pas toujours facile. Je ne le trouve pas. Ah, il est là. Donc là, en fait, ici, vous allez pouvoir rajouter ce qu'on appelle des labels pour dire l'animation qui court, elle commence à tel frame, l'animation qui s'arrête de courir, elle commence à tel frame, etc., etc. Donc vous allez rentrer les paramètres de l'animation ici, et comme ça, vous allez pouvoir facilement le récupérer dans votre programme. Donc par exemple, ici, je vais dire run start, elle commence à 0, ok, et run stop, elle va s'arrêter à 200. Okay. Et donc là, par exemple, je vais faire louper entre ça et ça. Voilà, c'est débile. Hein. On dirait qu'il y a une crise d'épilepsie. Mais vous comprenez le principe. Donc je vais caler toutes mes animations dans l'éditeur, parce que le 3ds Max, je ne peux pas les récupérer. Et le graphiste, il va me livrer ça. Et je peux le charger ensuite dans mon code. Et je vais lui dire, joue l'animation qui s'appelle machin. Okay. Donc moi, je m'en fous de ce qu'a fait mon graphiste. C'est vachement important. Il y a une séparation stricte entre les deux métiers. Je m'en fiche de ce qu'il fait. Dans l'éditeur, il peut vraiment tout paramétrer correctement pour que ce soit facile à utiliser. Au passage, dans l'éditeur, on peut voir la différence entre le basique, okay, rendu sans lumière, et le rendu avec des lumières. C'est quand même plus sympa. Okay. Donc, pour charger un asset animé, il n'y a aucune différence en fait. Pour charger une texture ou un fichier 3D qui fait 400 mégas, il n'y a aucune différence de code. Donc le code, c'est exactement le même, c'est le nom du fichier qui change, il n'y a aucune différence. La seule subtilité, ça va être pour jouer une animation. Donc, j'ai des exemples qui sont en dessous. Voilà. Pour dire, par exemple, joue l'animation, j'en trouve une qui est sympa quand même. Walk, ok, marche. Tu vas juste dire joue l'animation qui est entre tel label et tel label, c'est le graphiste qui les a setés, c'est juste des noms, et ça va directement jouer cette animation-là. Comme ça, je peux faire, quand j'appuie sur avant, tu joues l'animation marcher, quand j'appuie sur arrière, tu joues l'animation marcher à l'envers, et ainsi de suite. Ok ? Voilà. Donc, je reviens un peu sur les slides, un peu rapidement. Donc ensuite, on a beaucoup répété, ça marche partout. Comment ça se fait que ça marche partout? Là, on a vu du code natif partout, avec des pointeurs, avec des mails, avec des trucs qui n'existent pas, par exemple en HTML5. Pour faire du HTML5, on a un outil qui s'appelle mscript10. Il prend votre code C++. Donc si vous faites aujourd'hui du développement C++ pour iOS, et vous avez codé des trucs pour iOS, vous pouvez utiliser mscript10 et prendre votre code iOS et le faire marcher dans le navigateur directement, sans aucune modification. Donc c'est un outil qui est fait par Mozilla.
il va prendre votre code natif et en faire une application HTML5. Et on utilise ça pour que le code que vous venez de voir s'exécute en HTML5. Je ne sais pas si tu peux montrer une démo sur ton écran. Non, mais justement, je peux tourner l'écran. Voilà, donc l'application où il y a les lumières, tu peux mettre en plein écran. Ici, vous avez la même démo que ce qu'on avait vu Juste avant. Sauf que là, maintenant, il y a des petites lumières qui tournent autour et qui ont un effet sur la boule centrale. Ce que j'ai pas réussi à vous montrer sur iOS, en fait. Tout simplement parce qu'il faut appuyer sur un petit bouton pour en faire spawner. Je vais le mettre au plus. Voilà. Chaque fois que j'appuie, ça en rajoute une. Et donc, on va rajouter des couleurs, on va avoir des réflexions, on va avoir version moche. Ouais. Là, c'est juste l'effet qu'on utilise qui change. Et donc là, je suis dans un navigateur. Hein. C'est du Chrome, ça marche en Firefox, ça marche dans IE, ça marche dans IE 11. Donc ouais, ça marche partout. Ça marche partout. Exactement. IE6, non. C'est pour ça qu'on aimerait bien aussi supporter Flash pour supporter IE6 par exemple. Mais aujourd'hui, c'est pas dans les priorités. Ce qui est important, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ici, on va avoir quasiment les performances du natif. Donc votre application elle va tourner bien, même sur un navigateur web. Quand vous faites un jeu, c'est super important. Vous allez avoir de la physique, de l'IA, etc. Et vous allez avoir des bonnes performances, même sur. Pourquoi tu passes tout seul même sur du web. Il n'y a pas de plugin installé, rien du tout. C'est que du HTML5, c'est que du JavaScript. Donc ça veut dire que par exemple, comme on l'a évoqué, on peut utiliser du Lua, des scripts Lua. Donc c'est un langage. On embarque sur iOS quand vous faites du Lua, votre application elle va embarquer la VM Lua pour exécuter du code Lua. Okay, donc vous avez du code dans du code. Quand vous faites du HTML5, vous avez votre application C++ qui va embarquer la VM Lua qui est en C, qui va embarquer du code Lua. Donc vous avez du Lua dans du C, cross-compilé dans du JavaScript, la VM JavaScript est dans C++, dans votre navigateur en code natif. Okay, donc vous avez tout cet empilement en fait de langages. Vous pouvez utiliser vraiment les langages qui vous font kiffer, ce soit sur du natif comme iOS ou sur du navigateur web, et ça marche. Là par exemple, vous avez une démo avec de la physique, et ça marche quasiment aussi bien dans le navigateur que sur votre téléphone, que sur le... Donc le principe, c'est que le fait qu'on utilise du C++, ça nous permet, en plus d'avoir un langage cool, d'avoir surtout un accès à plein de codes existants. Et ça, quand on développe un jeu, je peux vous dire que c'est super utile. Là, par exemple, le moteur physique, ce moteur physique s'appelle Bullet, qui est développé par Disney, utilisé dans les jeux PS3 faits par Disney, dans les films faits par Disney. Et il marche directement sur votre iPhone, sur votre navigateur web, et vous n'avez rien à faire de spécial pour ça. Nous, oui, mais voilà. Vous, c'est en ligne de commande, ça marche directement. La physique, par exemple. Ça veut dire que tout le moteur est pas Ouais. Ouais. Tout le moteur, c'est même le moteur physique, le moteur d'IA, les algos de chargement de fichiers, la VM, l'UA, directement. Tout ça, c'est fait directement et c'est cross-compilé en JavaScript. C'est du shader, ouais. Je ne rentre pas trop dans les détails de la 3D pour la 3D en elle-même, mais ouais, c'est des shaders, ouais, en gros. Et ça, le navigateur sait changer ouais. En fait, quand on va développer des shaders, donc du code pour le GPU, même le code pour le GPU va être portable. Donc vous développez votre code pour le GPU une fois et il marche partout. Et même quand vous développez votre code pour le GPU, vous pourrez dire si je suis sur iOS, fais ci, si je suis sur Android, fais ça. Et vous pouvez faire par exemple que votre application elle a des effets de rendu qui sont différents si vous êtes sur iOS, si vous êtes sur Android ou si vous êtes sur du natif. Genre je suis sur mon super gros PC, je vais faire des effets vraiment de fou malade. Et sur iOS, je vais faire des trucs un peu plus légers. Et ça, c'est pas vous dans l'application qui le codez, c'est le fichier effect. Il va détecter automatiquement sur quelle plateforme on est et utiliser le bon code en fait directement. Je pourrais te montrer un fichier effet après. L'autre truc cool, et on s'appuie énormément là-dessus, c'est qu'aujourd'hui il y a un standard qui s'appelle OpenGL ES2, qui est une base pour faire de la 3D qui est largement suffisante pour développer tous les jeux mobiles que vous avez vus jusque-là. Vous allez pouvoir trouver effectivement des jeux qui sortent un peu du lot parce qu'il y a des effets graphiques un peu exceptionnels. Mais c'est que les effets graphiques en fait. Globalement, en dehors de ça, vous pouvez développer tout ce que vous voulez avec OpenGL ES2. Et ça, c'est justement la base de tout. Ça fonctionne sur iOS. Bon, sur iOS, on est même au-delà maintenant, mais disons que c'est une base commune qui existe partout. iOS, Android, le web, les drivers natifs. Ouais. Là, on a beaucoup parlé de graphique, okay, mais dans la 3D, il y a aussi tout ce qui est physique. Warren vient de montrer une démo, on fait tomber des cubes les uns sur les autres.
Ça paraît pas très excitant, mais rien que ça à faire en fait en ligne de code, c'est assez long en fait, c'est assez compliqué. Et c'est juste des cubes et des sphères. Imaginez quand on a un niveau complet, ça prend énormément de temps en fait d'arriver à caler la physique correctement. Donc si vous prenez l'éditeur, par exemple, vous allez vraiment diviser par 10 le temps que ça prend en fait de faire de la physique. Par exemple là je vais dire mon cube, ok, vous allez voir, je fais play, il se passe rien, c'est juste graphique. Maintenant je prends mon cube, je vais dire que c'est un collider, donc ça veut dire que ça existe physiquement. Je vais faire play. Comme il existe physiquement, il est influencé par la gravité, il tombe. Je vais faire pareil ici. Physique, collider. Hop. Je fais bien le cube qui tombe. Évidemment, s'il tombe, c'est pas rigolo, donc je vais dire qu'il est statique. Et quand je fais play, ok, ça fait ça. Ok, donc ça semble un peu simple comme exemple. Je vais vous montrer un truc plus compliqué. Open. Donc je vais vous montrer les fichiers d'un jeu qu'on a fait en fait, un petit jeu dont je vous montrerai une vidéo juste après. Je vais prendre le terrain en fait. Hop. Voilà. Et là vous allez voir qu'on a un exemple beaucoup plus concret. Donc il n'y a pas de lumière, donc je vais mettre en basique. Donc là vous avez un exemple de terrain de foot. Okay, on a fait un terrain de foot. Et tous les trucs bleus que vous voyez en fait autour, c'est des colliders, donc c'est des trucs physiques. Par exemple, on a mis des colliders tout autour du terrain. Okay, on voit des grands murs bleus autour du terrain, là, ici par exemple, là, pour éviter en fait que la balle sorte du terrain. C'est con, hein, mais c'est important quand même. Ouais. Le terrain de foot, en fait, tout ce qui est texture et tout ce qui est géométrie, c'est fait dans 3ds Max, ici. Ça pourrait être fait dans Maya ou dans un éditeur 3D. Minco, il ne va pas créer la 3D en elle-même, il ne va pas permettre de sculpter ou de dessiner, il va juste permettre de charger des éléments et de composer ta scène avec. Tu vois la différence Ok, donc tu crées tes assets 3D et 2D dans Photoshop, dans tous les outils qui existent depuis 20 ans, qui marchent très très bien, et que tu aimes bien, tu exportes des formats compatibles, il y en a plus de 70, donc vraiment c'est pas trop dur. Tu importes ça, comme je montrais tout à l'heure, avec un drag and drop, et après tu rajoutes la physique, comme on le voit ici. Donc là, j'ai vraiment toute ma scène qui est faite dans l'éditeur. Et donc, au lieu de ça, ça aurait pris des centaines de lignes de code à faire. Et là, c'est vraiment fait en 20 minutes dans l'éditeur directement. Et ensuite, quand je vais vouloir utiliser ça dans mon code, je fais juste File, Publish for Minco 3, et ça va publier en fait le fichier directement pour Minco 3 avec un format optimisé. Okay, un truc cool aussi, c'est que par exemple, la caméra du jeu, vous voyez en bas à droite, je vois comment elle est positionnée, pour savoir si elle a une bonne visibilité sur le terrain, par exemple. Voilà, donc ça ressemble beaucoup à Unity. La différence, c'est que ça importe beaucoup plus dans le fichier et ça exporte vers du Minco. Okay, un autre truc cool dans l'éditeur, c'est qu'on va pouvoir faire des choses vraiment sympas au niveau des particules. Donc, est-ce que je vais pouvoir vous trouver un truc sympa? Dans Particles, par exemple, on a des petits effets. Fireball, je ne sais pas ce que c'est, on va l'ouvrir. Voilà, c'est une boule de feu qui est faite en fait directement dans l'éditeur. Donc là, il n'y a pas de code. On voit ici en fait les paramètres de la particule juste à droite. Tu peux changer la couleur de mes particules directement dans l'éditeur. Alors celle-là, elle est un peu moche. Je sais pas pourquoi j'ai fait celle-là. Décidément, on a beaucoup de trucs moches quand on ne fait pas attention. Je vais essayer de trouver une plus sympa. Donc ça, faire ça en fait, ça prendrait vraiment beaucoup de temps dans le code. Alors que là, c'est vraiment fait. Voilà, c'est une petite animation pour quand on apparaît sur le terrain. Je vais donc là, je vais vous montrer le jeu même carrément. Une petite vidéo du jeu pour que vous vous rendiez compte à quoi ça sert, le résultat qu'on obtient à la fin. Il est sur mon disque Windows. Oh, il a un bouton sur son Mac. Salaud. Hop. Donc voilà, le jeu qu'on a fait à la fin, ça donne ça. Donc vous connaissez les assets de pirates qu'on a vu juste avant, okay, avec des animations pour marcher, pour courir, etc. Et donc, entre ce que je vous montre dans l'éditeur avec le terrain, la physique, etc.,
et le perso que je vous ai montré. Vous mixez les deux, et assez rapidement, vous pouvez faire ce genre de choses-là. Vous voyez les particules, par exemple, on voit alors, juste là, par exemple, il va y avoir un effet de particules. Voilà, le shockwave. Ça, c'est pas fait en code, c'est fait dans l'éditeur. On peut le faire en code si on veut, mais si vous avez des week-ends où vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez le faire. Mais dans l'éditeur, ça prend 5 minutes et vous l'importez dans le jeu directement en ligne de code, comme n'importe quel fichier. Et vous pouvez jouer l'animation qui correspond. Donc ça, c'est un jeu qu'on a fait en 2 jours, 48 heures. Pas 2 jours, 48 heures, à 8 personnes. Donc ça représente 8 fois 48 heures pour de vrai, parce qu'on n'a pas trop dormi. Mais c'est pour vous montrer qu'avec l'éditeur d'un côté et après le framework de l'autre, on peut dire des résultats vraiment très sympas très rapidement. Ici, par exemple, comment on gère le fait que la balle rentre dans les buts? Ça paraît tout con, mais le gameplay, c'est juste la balle qui rentre dans les buts. Donc c'est important quand même de savoir quand ça arrive. Et c'est le moteur physique qui le fait. Donc il ne faut pas imaginer qu'on a fait des algos super compliqués ou quoi. Je vais vous remontrer l'éditeur. Et vous allez voir, ça se fait en 5 minutes en fait. Toi, pourquoi tu es tout petit? Très bien. Je vais vous remontrer le terrain et vous allez voir, c'est assez simple. Ok. Alexandre. Donc en jonglant correctement en fait entre l'éditeur et votre code, vous avez les deux ouverts à côté. Ici par exemple dans les buts on voit qu'il y a un collider bleu, ok, il y a une boîte bleue, elle n'est pas très visible mais elle est là, il faut me croire sur parole. Et donc normalement ici je vais avoir un nœud sur lequel il y a un collider, juste... Ok, c'est un complot. Il y a un collider qui est juste là, je peux le sortir même si je veux. Donc en fait, cette boîte bleue, elle représente l'espace où, quand la balle va rentrer, ça va marquer un but. Et comment ça marche? Parce que ici, dans le collider, j'ai coché juste une case, qui s'appelle trigger. Cette case, elle fait que quand un objet va passer à travers, ça va m'envoyer un signal, comme ce qu'on a vu depuis le début, comme un resize, comme un mouse click. Et sur ce signal, je vais dire, je vais incrémenter le score. C'est aussi simple que ça. Donc on a l'impression que ça fait des trucs très compliqués de te dire, un personnage s'approche de la porte, par exemple, et je vais ouvrir la porte. Mais en fait, non, on met un trigger devant. Et juste après, on a une ligne de code qui va jouer l'animation, comme on l'a vu tout à l'heure, pour ouvrir la porte. Okay, c'est vraiment ça. Tout est préparé dans l'éditeur. Et après, c'est vraiment que des scripts qui vont jouer ce qu'on a préparé dans l'éditeur. Voilà. Donc le next step pour nous, c'est d'arriver à avoir tout directement dans la même application, l'éditeur et le code directement. Et vous voyez comment on peut créer un jeu de foot très simplement. Ok. Premake. J'en ai pas parlé, c'est un projet open source encore, qui va vous permettre en fait de générer des solutions Xcode pour votre application. Donc quand vous faites une application Minco, en fait, Premake va générer votre solution Xcode, votre solution Visual Studio, tout ce que vous voulez. Vous pouvez choisir l'éditeur qui vous fait kiffer, tout ce que vous voulez. Un truc qu'on n'a pas parlé, c'est comment on fait l'interface 2D dans un jeu 3D. Et en fait, si vous cherchez sur Internet, il n'y a quasiment aucune solution aujourd'hui pour faire de l'interface 2D par-dessus la 3D, genre les menus par exemple. Il n'y a quasiment rien qui existe aujourd'hui. Les gens qui ont fait du Unity doivent le savoir parce qu'à chaque fois on vient nous voir en nous disant comment on fait de la 2D en Unity. Enfin, donc Unity, ils ont rajouté un moteur 2D récemment, mais il y a toujours plusieurs solutions pour faire l'interface graphique et il n'y en a aucune qui est parfaite et il y en a encore moins une qui est cross-platform. Et je ne parle même pas d'open source. Donc nous, tout simplement, on s'est dit, vu qu'on cible HTML5, j'aimerais bien pouvoir faire menu en HTML5. Il y a plein d'outils super cool en HTML5 pour faire des animations, pour gérer en fait ma vue, faire des listes, etc. Enfin, il y a tout ce qu'il faut en HTML5 pour faire... Enfin, ça sert à ça, HTML5, au final. Faire de l'interface 2D. Il ne faudrait pas l'oublier. Les mecs qui font des simulateurs Super NES, mais ça ne sert pas à ça à la base, HTML5. Ça sert à faire de l'interface. Et donc, ce qu'on permet de faire, c'est ce qu'on est en train de finir là, mais c'est que vous pouvez afficher une page HTML5 en transparence par-dessus la 3D pour faire toute votre interface. Et après l'interface, vous la développez en web, avec du AngularJS, avec tous les outils web que vous voulez. Et directement, vous pouvez même afficher YouTube par-dessus votre... si vous voulez. Ou plein de sites en U différents. Mais moi, je pense à YouTube, par exemple. Bref, ce que vous voulez. Donc, vous avez votre interface 2D par-dessus votre interface 3D. Et ça va marcher sur iOS, sur Android et sur du desktop, exactement pareil. Ça, je passe rapidement.
Ça, c'est pas vraiment important parce qu'on est un peu à la bourre. Je vais montrer la vidéo. Donc, on est en train de refaire le jeu directement en C++. Donc, on vous montrera, j'espère, la semaine prochaine sur une page web ce que ça donne. Puis, pour conclure, parce que j'ai pris beaucoup de temps, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. En gros, on utilise plus d'une quinzaine de projets open source qui ont été créés ces 15 dernières années. Bon, c'est ça. On les rend compatibles avec iOS, mais pas seulement. Il y a plus d'1 million de lignes de code directement sur le dépôt. On commence une méta publique la semaine prochaine si tout va bien. Donc vous pourrez récupérer le code sur GitHub, vous pourrez contribuer, vous pourrez nous remonter toutes les erreurs débiles qu'on a faites. Il y a 50 tutoriaux, il y a 10 projets d'exemple, et tout ça c'est gratuit et open source. Voilà. Merci. Merci. Ça permet de développer des jeux à partir d'un PC. Un PC, j'ai mon iPhone, j'ai souscrit à l'abonnement développeur iOS. Ouais. Même si j'ai pas de Mac, est-ce que je peux faire du développement comme ça? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, Et on ne travaille pas là-dessus. Pour l'instant, on ne s'abstrait pas des contraintes fortes comme celle-là. Par contre, enfin, pas exactement. il faut toujours un Mac pour développer. Tu as besoin d'un Mac pour publier. Tu peux développer ton application en fait de A à Z en C++ sous Windows par exemple, la développer pour Android ou pour juste du natif ou du web. Tu fais tout ton code et ensuite tu vas juste faire la solution Xcode sur ton Mac et faire la build. Normalement le code c'est censé être le même. Donc tu peux développer sous Windows, tu peux développer sous Visual Studio si tu préfères Visual Studio, avoir le debugger Visual Studio, je trouve qu'il est mieux. Voilà. Et normalement le truc c'est le code que tu fais. Tout ce qui est dans le framework en tout cas, dans le moteur, il va être cross-platform. Donc tu peux faire ton code sur ton Windows, et ensuite tu piques un Mac à quelqu'un, ou tu vas à l'App Store, tu vas à l'Apple Store, tu vas à l'Apple Store avec une clé USB, tu installes Xcode et tu publies ton jeu. Non, j'ai pas. Non, c'est intéressant. Ça serait une vidéo non, mais voilà. Ça, on peut pas encore le faire. Le plus difficile, c'est de tenir l'accord des gens de l'Apple Store. En gros, c'est ça au final, ouais. Et ça coûte sûrement moins cher que, je sais pas, tu leur files une bouteille de whisky ou des gâteaux et ils vont te dire ouais, vas-y. Moi, je pense que tout étudiant, parce que bon, quand l'iPhone est sorti, il y a eu énormément de critiques sur le fait que les gars ne marchaient que sur Mac. Donc, c'est pour ça que je vous pose cette question. Est-ce que le petit étudiant qui a un PC, qui aimerait bien faire quelque chose sur iPhone, faire un iPhone, En fait, théoriquement, c'est possible qu'on ajoute des outils pour le faire. Là encore, on aimerait bien que quelqu'un fasse à notre place et qu'il y ait un outil open source pour le faire. Malheureusement, il n'y en a pas. Mais en gros, normalement, oui. C'est-à-dire que tout ce qui est... Jenkins, il a besoin d'être sur macOS pour build pour iOS. Il y a iSystem par exemple qui permet de remote build via leur serveur. C'est un peu de Ouais, c'est du remote build. Alors, c'est du remote build. Le problème, c'est que là, le remote build de 1 million de lignes de code, on va le facturer quand même, quoi. Donc, c'est une possibilité. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les outils pour compiler une app et packager une app iOS, en fait, c'est des outils qui sont relativement standards. Un point .app, c'est un point .zip. Le compilateur, c'est Clang. Donc, c'est un compilo standard qui marche sous Linux, par exemple. Le problème, c'est que sous Windows, je crois qu'il ne marche pas encore. Il y a des problèmes sous Windows où alors c'est pas intégré à Visual Studio, des trucs comme ça. Techniquement, c'est possible, mais c'est pas fait. Mais si tu veux le faire, on l'intègre avec plaisir. ouais, Ouais. développeur, les gars, La courbe d'apprentissage pour ça. Tu sais faire du C++ ou pas? Du tout? Java, JavaScript. Il y a deux choses. En fait, nous, on a un projet d'exemple où tu peux faire que du code Lua. Code Lua, en une après-midi, tu as tout appris. C'est du JavaScript. C'est du JavaScript en pas buggé, Lua. Donc c'est très, en gros, c'est très puissant, mais c'est très simple. En une après-midi, tu as appris le Lua, donc tu peux commencer très vite. Si tu veux vraiment comprendre et faire des choses très poussées, il faudra que tu fasses du C++. Et là, honnêtement, c'est un langage qui n'est pas évident à apprendre. C++ 11, c'est beaucoup plus facile que C++ normal. Je pense que le truc le plus dur à apprendre, c'est C++. Après, le framework en lui-même, il est relativement simple. Et là, en voyant comment tu ajoutes des composants, etc., tu as vu vraiment 80% d'API pour manipuler de la 3D à l'écran. Voilà. L'autre truc qui va être dur quand tu vas apprendre, c'est que si tu veux vraiment personnaliser le rendu que tu as à l'écran,
tu vas faire des fichiers effects, donc tu vas faire du shader, et là il faut prendre un autre langage qui s'appelle GLSL, qui est un langage qui est très spécifique pour faire du code graphique à l'écran. Donc si tu apprends C++ et GLSL, c'est les deux plus grosses contraintes. Je pense pas que ça te servira. Ça peut aider dans la compréhension des mécanismes de lumière, d'éclairage, des choses comme ça, Ouais. mais sur la partie code, pas vraiment. En fait, il y a une grosse partie quand tu fais une application 3D qui est complètement insoupçonnée. Finalement, ce que j'ai montré, jouer les animations, charger des trucs, etc. Au final, quand tu as la bonne bibliothèque, c'est assez simple. Ce qui va vraiment être compliqué, c'est par exemple comment faire en sorte que tu arrives à avoir des ombres reportées sans avoir 3 FPS. De mettre les ombres reportées que pour les objets qui sont à l'écran, etc. Ça, c'est compliqué. Et pour ça, il faut vraiment se casser la tête et ça dépend en fait de chaque application. Voilà. Mais si tu apprends le C++ et OpenGL, enfin GLSL, tu pourras faire des applications Windows, des applications Linux, tu pourras faire tout plein de choses. C'est pas comme quand tu apprends par exemple Unity et tu apprends à faire du Mono ou alors du JavaScript pour Unity, où c'est beaucoup plus spécialisé. Là, c'est beaucoup plus générique. Ok. D'autres questions? Ouais. Pardon, j'ai été absent quelques minutes, alors je ne sais pas si vous allez avoir des problèmes. Windows Phone 8.0, pourquoi Linko ne pouvait pas le supporter? Alors, là on touche au fichier effect, encore, décidément ils sont chiants. En fait, un fichier effect, vous avez vu, on a affiché un objet avec une texture, un objet avec une couleur. Okay, c'est deux choses très différentes en fait, d'avoir une texture d'un côté et d'avoir une couleur. Ça répond à ta question, t'inquiète pas. Derrière, c'est chiant de dire je vais faire un effet qui gère les textures, un effet qui gère les couleurs. Parce que si on commence une logique comme ça, on va avoir un effet qui gère les lumières directionnelles, un effet qui gère les ombres, etc. Et on va avoir des milliers d'effets. C'est pas possible dans l'application de gérer ça. Donc en fait, un effet, il va être capable de gérer plusieurs scénarios de rendu. Par exemple, avec texture ou avec une simple couleur. Okay, pour faire très simple. Donc un effet va pouvoir faire les deux. Pour pouvoir faire ça, l'effet il doit pouvoir se recompiler pendant que l'application tourne. Il va dire j'ai une texture, donc je vais me recompiler pour le cas texture. Il y a juste une couleur solide, je vais me recompiler pour le cas couleur solide. Donc l'application, sans que tu le vois là en fait à l'écran, elle compile du code pour le GPU de ton iPhone. Et sur Windows Phone, le compilateur qui fait ça, il n'est pas présent. Et ils interdisent de l'utiliser. Donc dans Windows Phone 8, on ne peut pas gérer des fichiers effets comme nous on le fait. Et ça apporte beaucoup de contraintes. Donc on a dit, est-ce qu'on précompile, ce qui est très compliqué et très lourd, ça fait des applications très très lourdes. Tu prends Crysis 2 par exemple, je crois, parce que c'est ce que j'ai en tête, il y a 1 giga de shader précompilé. 1 giga. Donc t'imagines, ton application, quand tu précompiles tout, c'est horrible. Ou alors on attend que Microsoft, ils update leur truc et ils mettent le compilateur de shader sur Windows Phone. Et dans Windows Phone 8.1, ils le mettent directement. Donc on peut faire des fichiers effects tels qu'on les fait nous. Et donc on sera compatible avec Windows Phone 8.1. La bonne nouvelle, c'est que Windows Phone 8.1 marchera sur tous les Windows Phone actuels. Donc tu auras quand même 100% de couverture du marché Windows Phone, pour peu qu'ils mettent à jour. D'accord, et il n'y a pas de problème actuellement sur le Windows Store Il y avait la même contrainte, exactement la même sur le Windows Store, et ça a été levé avec la sortie de Windows 8.1. D'accord. Voilà. Donc il y avait le même problème. Et le nom du compilateur? C'est le compilateur DirectX. En fait, c'est une DLL, donc une bibliothèque qui s'appelle D3D Compiler, je crois même, un truc aussi con que ça. Et juste, tu n'as pas le droit de l'utiliser sur Windows Phone 8.0, et elle est embarquée dans Windows Phone 8.1. En fait, elle passe pas sur le store. Maintenant, elle passe sur le store desktop, et avec Windows Phone 8.1, elle passera sur le store mobile. Et c'est la seule contrainte qu'on a en fait. Parce que derrière, sur Windows Phone, tu peux faire du C++, et a priori, notre code, il marchera directement dessus. Voilà. Mais imagine, Windows Phone, ça reste un device mobile pour lequel tu peux faire du natif. Imagine qu'en HTML5, c'est perché pour arriver à faire le même truc en fait. D'autres questions? Ouais. La version en fait qui est en ligne là, c'est pas la version. Il y a l'engine d'un côté et l'éditeur. L'éditeur il supporte pas autant de formats que le code. Donc le fait qu'il crache, c'est pas terrible, je suis d'accord. Mais en gros, quand on dit qu'il y a 67 formats qui sont gérés, c'est géré par l'engine et pas forcément par l'éditeur. Okay, donc il y a une petite distinction entre les deux. L'éditeur, il y aura une nouvelle version qui va sortir dans les mois à venir et qui supportera autant de modèles que l'engine, mais il faudra attendre quelques mois.
Vous êtes une boîte française? Oui, on est les 2 fondateurs. On détient un ou deux 90% des parts. Et l'application est utilisée essentiellement en States, essentiellement en France? C'est partout. BigPoint, c'est allemand. Ubisoft, c'était avec Ubisoft France qu'on travaillait. Chilingo, c'est américain, mais le studio de développement était chinois. On a travaillé pour des boîtes japonaises. On travaille avec l'aéronautique, on travaille avec le luxe, plein de gens différents. C'est pas discret, comment vous gagnez de l'argent? Comme je t'ai dit, en fait, le moteur, lui, il est gratuit. En fait, on est des gros vicieux. Le moteur, il est gratuit. C'est viens, sers-toi. Ok. Mais c'est comme tous les trucs open source. Nous, après, on a une partie payante. L'éditeur que je t'ai montré, qui semble vraiment kikou pour faire des jeux où tu ne dois pas juste cliquer sur un truc, et ben lui, il est payant. Ok. Tu as des licences, t'as une version gratuite pour tester, et après, tu as des licences à 500 ou à 1000 euros. Une question, vous êtes quasiment aligné sur les tarifs de Unity alors? Ah non, on est beaucoup moins cher. Par exemple, 1500 $, ça fait des euros. 1500 $, tu as la version Pro desktop d'Unity. Si tu prends Pro, iPhone Pro, Android Pro, Windows Phone Pro, tu arrives à entre 4000 et 6000 $. Ok, vous, c'est toutes les plateformes. Nous, c'est tout. La seule différence, t'as des... En fait, quasiment, et pas la... Voilà. Déjà, la grosse différence, c'est que nous, l'éditeur et le moteur, c'est 2 choses différentes. Si tu veux refaire ton propre éditeur, amuse-toi. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Donc, tu peux le faire. Franchement, faire l'éditeur, c'est plus compliqué que de faire le moteur. Donc, voilà. Donc, nous, en fait, on vend l'éditeur parce qu'on se dit que les gens qui vont vraiment falloir faire une grosse application, ils ont besoin de l'éditeur. Donc, tu peux essayer le moteur, tu peux aller contribuer, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Honnêtement, c'est pas un truc au rabais parce qu'encore une fois, c'est assez gros comme projet. Nous, en fait, on vend l'éditeur et on vend la plateforme de collaboration, donc le Dropbox pour les fichiers 3D. On vend des abonnements. On vend du support technique aussi. Mais au niveau prix, avec Unity, c'est entre Div 4 et Div 10. Quoi. Enfin, selon la licence que tu prends, c'est beaucoup moins cher. Ah ouais, voilà. Donc, je vais être honnête, on n'est pas à l'égal d'Unity aujourd'hui. Hein. L'éditeur, il n'est pas aussi performant, il n'y a pas toutes les fonctionnalités, c'est clair et net. Mais le but, c'est que le prix reste le même. On va faire monter en gamme, mais c'est l'ordre de prix que nous, on veut. Nous, en même temps, on est 10, eux, ils sont 300. Alors forcément... Voilà. Merci. D'autres questions? Il y a beaucoup de développeurs là, sur votre plateforme qui mettent des 10. Chez nous ou en tout? Alors, c'est assez dur à dire vu que c'est open source. Le seul chiffre que je peux donner, c'est la version actuelle qui est en ligne. Donc, qui n'est pas la version que je vous montre là, qui est la version 2. Ce que je vous montrais, c'est la version 3. La version 2 a été faite en Flash. Ouh, c'est du Flash, machin. Mais avec Flash, on ciblait au moins autant de plateformes, enfin presque autant de plateformes. La version Flash, il y a 300 followers sur GitHub, pour donner un ordre d'idée, et il y a une vingtaine de contributeurs. Aujourd'hui, vu qu'on va pouvoir faire du iOS natif, du JavaScript, du Android natif, du Windows Phone natif, nous, on attend à ce que le nombre de followers il fasse x5 ou x10 dans l'année à venir. Voilà. Mais avec la version Flash, Flash, il y avait quand même 300. En fait, c'est en termes de code base, c'est le plus gros projet open source de Flash. Et en termes de followers, c'est le 3e ou 4e, je crois, pour Flash. Donc pour une communauté qui n'est pas super vivante, on va dire. Voilà. Et nous, on espère faire beaucoup mieux, évidemment, avec cette nouvelle version native. Merci beaucoup. Moi, j'ai juste tendance à dire que trop de lignes, c'est mal. Afficher 1 million de lignes, mais c'est pas forcément un bon message. En fait, c'est des lignes qui viennent pas forcément de chez nous. Nous, honnêtement, sur les 1 million de lignes, on a dû en faire quoi? 100 000? Les 90 000, les 900 000 qui restent, c'est pas nous, c'est des projets qui existent depuis 15 ans. Tu demandes au fait combien il y a de développeurs pour faire Minko Engine. Il y a les 7 ou 8 développeurs ingénieurs qui sont chez nous, ingé et docteur. Et après, il y a les 10, 20 ou 30 sur chaque projet open source qu'on utilise. On utilise Chromium. Chromium, je sais pas, ils sont combien? Ils sont 40, 50. On utilise l'LVM. C'est fait par Google, c'est fait par Apple, c'est fait par Intel. Donc les 1 million de code, par la NSA, ouais, sûrement. Ouais. Tu compiles ton code, ça met des backdoors automatiquement. Tu as tiré backdoor, tu peux. Je sais pas si c'est cross-platform, mais c'est peut-être possible, je ne sais pas. Voilà, et c'est aussi le but de l'open source, c'est de pouvoir en fait proposer aux gens de contribuer.
Nous, pour avoir une petite histoire, on a des Chinois un jour qui nous ont contactés. Et quand je dis Chinois, c'est des vrais Chinois, hein, des personnes de Chine, pas des stagiaires. Ok. Et ils nous ont envoyé un mail, ils ont fait en fait, on a fait un jeu avec votre plateforme, maintenant on aimerait du support. On ne les connaissait pas. Ils ont fait, on a fait un jeu. Et je pense qu'il y a beaucoup de contenus qui sont faits aujourd'hui avec notre moteur et dont on n'est juste pas au courant. Parce que les ingrats ne nous disent pas. La licence n'oblige pas les gens à mentionner. C'est pas de Non, sens. non, c'est du MIT, paye-nous des bières, quoi. Voilà. D'autres questions? Ouais. C'est quoi la suite? La suite, il y a des sushis et puis un petit moment où vous pouvez encore parler de. Je vais voir parce qu'on se passe à la suite. Oh, ouais. Vous avez beaucoup le niveau performance que le Ouais. Ouais. vous gérez quand même des notions d'assets clients sur les plateformes. Alors, c'est une question Alors, les amis, on répond à la dernière question, après on va manger. à la fois très simple et très compliquée. S'il vous plaît. Arnès, Oui, t'as vu au fond. on a en fait dans l'éditeur, quand tu exportes différents exports, c'est pas encore fait pour Minco 3, mais en fait, on va exporter, on va simplifier la géométrie, on va resizer les textures, on va les recompresser pour le format de compression pour la plateforme qu'on cible. Parce que sur Android et sur iOS, les formats de compression de texture sont pas les mêmes, etc. C'est pas encore fait dans Minco 3, mais c'était fait dans Minco 2 et ça sera conservé. Donc oui, on peut cibler en fait et créer des assets optimisés pour la plateforme qu'on veut. Voilà. Par exemple, quand tu vas être sur le web et que tu vas vouloir charger un immense fichier avec 1 million de polygones et que ton fichier il fait 200-300 mégas, bah, on ne va pas t'afficher une roue qui tourne pendant 25 minutes. On va le streamer. Donc tu peux vraiment adapter les assets à ta plateforme. Ce n'est pas aussi bien qu'on le voudrait, mais c'est possible. Et les fichiers effects, comme j'ai dit, peuvent eux-mêmes naviguer en fait, entre les plateformes, entre les configurations et s'adapter automatiquement. Je pourrais te montrer un exemple si tu veux. En privé. Contre un sushi. Ok. Bah écoutez, moi j'ai rien d'autre à vous dire. Simplement, vous pouvez continuer de discuter avec Jean-Marc et Warren qui vont rester aussi, qui vont manger avec nous, je pense. Donc voilà, tout est prêt derrière. Vous pouvez aller boire un coup, manger un petit peu. J'aurais une question. Comment Ouais. Pourquoi Minco.io? C'est bizarre. Pour un développeur, c'est quelque chose, mais pour Ouais, c'est ce que je vais faire. pour une personne qui est dans le